Bonjour, je ne sais pas si vous me voyez ou si les gens commencent à arriver. On va attendre tranquillement que tout le monde arrive, que des gens arrivent. On va regarder ça. On va voir si on se voit. Je crois que le direct a commencé depuis 20 secondes et on va laisser les gens arriver tranquillement. Donc pour l'instant, je ne vois pas encore de gens arriver. Bonjour, je vois pas encore défiler. Bonjour Nanou. Bonjour Laurent, tu me dis qu'il y a un grésillement, c'est ça? Ouais, mais c'est l'ordinateur qui fait du bruit et j'arrive pas forcément à faire différemment. On va essayer pour la prochaine fois de pas faire ça. Bonsoir Pierre-Luc, bonsoir Jacqueline. On va attendre encore un petit peu. Bonjour Vera, bonjour Kamel. On va voir si les gens arrivent. Oui, je crois que les gens arrivent. En place. Bonjour Maurice. Bonjour Jacqueline. Bonjour Michel. Bon, je vois que les gens arrivent. Bonjour Lionel. Salut. Salut à vous. Donc on attend encore une minute ou deux. Je vous propose qu'on laisse les gens arriver. Et je vous explique un petit peu comment on va faire. Je vais commencer par faire ce qu'on appelle un tuto, une explication assez didactique, assez pédagogique de ce qu'est l'élection, assez simple, et ensuite je vous laisserai du temps pour qu'on puisse se poser, pour que vous puissiez me poser des questions, pour que je puisse y répondre, et qu'on essaie de faire quelque chose d'assez interactif. Je vous vois plus bien, j'ai un problème de connexion, je ne sais pas si vous m'entendez bien. J'imagine que oui, voilà. Donc si vous êtes d'accord, on peut commencer, puis les gens vont nous rejoindre au fur et à mesure du live. Parce que sinon ça va durer longtemps et que comme j'ai l'habitude de parler peut-être un peu trop, je vais essayer de condenser et de raccourcir. Alors, je voudrais qu'on commence vraiment par le commencement, par quelque chose d'assez simple, mais qu'on a besoin de tout savoir en tête. D'abord, pour commencer, la date de l'élection. Les élections municipales pour 2020 auront lieu le dimanche 15, ça sera le premier tour. Premier tour dimanche 15 mars, deuxième tour dimanche 22 mars. Moi, je vous propose donc vraiment de commencer à noter ces dates, on les met dans l'agenda, on les met sur le téléphone et on se fait un rappel, c'est extrêmement important. Pourquoi je vous parle de ces dates-là, du premier et du deuxième tour? Parce qu'on a un phénomène qui est très marseillais, qui est très particulier, c'est celui de l'abstention. Les Marseillais, beaucoup plus qu'ailleurs en France, ne vont pas voter. On a un taux d'abstention record à Marseille, d'où l'intérêt de bien noter ces dates, de bien parler autour de nous de ces dates. Le premier tour, c'est le dimanche 15 mars. Le deuxième tour, ce sera le dimanche 22 mars. Pourquoi je vous dis que l'abstention est grande? Et pour que vous compreniez le phénomène. En 2014, on est alors inscrit, on est 862 000 Marseillais. Il y a à peu près 500 000 inscrits sur les listes électorales. Et en 2014, il n'y a eu que 250 000 votants. Ça veut donc dire qu'il n'y a que 50% de participation. Si on était dans une ville moyenne ou au taux moyen, on pourrait avoir jusqu'à 320, 330 000 personnes qui votent. Ce qui veut donc dire qu'il manque grosso modo entre 80 000 et 100 000 personnes qui vont voter aux élections municipales. Donc cette affaire-là, elle est extrêmement importante. On a un deuxième phénomène à Marseille. On a 500 000 inscrits, je vous le disais. Là aussi, si on était sur le taux moyen national, au lieu d'être 500 000 inscrits, on serait 600 000 inscrits sur les listes électorales. Alors, l'inscription, comment est-ce qu'elle fonctionne? Elle n'est pas compliquée. L'inscription, elle n'est pas difficile. Je vous mettrai d'ailleurs dans les commentaires une explication très simple de ce qu'il faut fournir comme pièce et je vous mettrai aussi le bulletin d'inscription. On peut s'inscrire en ligne. Je vous mettrai le lien pour que vous puissiez, si vous n'êtes pas inscrit ou pour faire partager autour de vous le bulletin d'inscription sur les listes électorales. C'est très simple. Il faut une pièce d'identité, une carte nationale d'identité, un passeport et un justificatif de domicile. Je mettrai tout ça, je vous mettrai tout ça si vous en êtes d'accord dans les commentaires. Donc, une fois qu'on est inscrit sur la liste électorale, une fois qu'on a fait inscrire le maximum de personnes sur les listes électorales, il y a l'élection. L'élection, il faut comprendre le mode de scrutin à Marseille. Le mode de scrutin à Marseille, il est assez particulier. Comment on vote? On vote pas pareil qu'ailleurs. Sur les 36 000 communes françaises, Marseille est une exception. C'est une exception avec Paris, Lyon, Marseille. Vous le savez, il y a la loi PLM. Et dans la loi PLM, on est encore une exception. Vous le savez, à Paris et à Lyon, on vote par arrondissement. Il y a une mairie par arrondissement.
À Marseille, on est encore une exception puisqu'on a une mairie par secteur. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'on a 8 secteurs à Marseille pour nos 16 arrondissements. Le premier secteur, c'est les 1er et 7e arrondissements. Le deuxième secteur, c'est le 2e et 3e arrondissement. Troisième secteur, 4-5. Ensuite, ce sera le 6-8, 6e et 8e arrondissement. 9e et 10e arrondissement. 11e et 12e arrondissement. 13e et 14e arrondissement. 15e et 16e arrondissement. Donc je vous le disais, c'est une exception. C'est un découpage d'ailleurs qui date de 1987. Alors, c'est très complexe et très simple à la fois. C'est complexe parce que quand on va voter dans son secteur. Et avec un bulletin de vote, on va choisir celles et ceux qui vont composer le conseil d'arrondissement, celles et ceux qui vont composer le conseil municipal et celles et ceux qui seront les conseillers métropolitains. Donc on va voter, un bulletin de vote fait élire 3 élus différents. Quelquefois ça peut être les mêmes, quelquefois ils peuvent être différents. Si vous me posez la question, j'entrerai dans le détail de cette affaire qui est à peu près complexe. Je vous disais que c'était complexe, mais que c'était simple aussi. L'enjeu qu'on aura tous, l'enjeu que vous aurez au moment des élections municipales de 2020, il est simple parce que quand on va aller voter, quand on va aller à l'élection, on aura finalement le choix entre plusieurs options et entre plusieurs dynamiques, entre plusieurs visions. À Marseille aujourd'hui, il y a 3 grands blocs qui s'affrontent. Il y a le Rassemblement national et tout ce qu'il comporte de flot, on le sait, de haine, de discrimination, de rejet de l'autre. Il va y avoir les héritiers du système, les héritiers de Jean-Claude Gaudin, je ne sais pas combien il y aura de listes, 1, 2, 3, je n'en sais rien. Et puis, il y a celles et ceux qui vont à la fois refuser ce système et proposer une alternative. C'est ce qu'on fait avec le printemps marseillais, en proposant quelque chose d'absolument inédit. C'est aussi ce que veulent faire les écologistes. Aujourd'hui, on n'est pas encore réunis, on n'a pas fait convergence, on ne s'est pas rassemblé, mais j'espère qu'avec Sébastien Barle, qu'avec les amis écologistes, on y arrivera. Donc c'est assez simple, je vous le disais, parce que finalement, le jour où on va voter, on vote pour une ambition, on vote, en tout cas, moi je le pense, je l'espère, pour un changement. Alors, ces listes-là, pour que vous saisissiez tout ça, ces ambitions, elles vont être incarnées par des candidats. Les candidats à Marseille, il y en a 303. Ils sont dispatchés sur les 8 secteurs. Là, encore une fois, si vous avez des questions spécifiques sur les secteurs, je vous l'expliquerai. Mais à Marseille, il y a 303 candidats. 101 qui deviendront conseillers municipaux, 202 qui deviendront conseillers d'arrondissement. Alors, on sait que c'est un problème. On sait que c'est très complexe. J'en viens maintenant à ma conclusion. Et pour vous dire qu'on peut essayer de se lancer vers une dynamique. On l'a dit, 8 secteurs, différents candidats, 3 élus différents, un seul bulletin. On va avoir besoin de simplifier tout ça. On va avoir besoin de réfléchir, nous, les Marseillais, à la manière dont on devra aller aux élections. Non pas cette fois-ci, parce que cette fois-ci c'est terminé, ça deviendrait illégal. On ne peut plus changer le mode de scrutin, mais plutôt réfléchir à ce qu'on va faire dans les années qui viennent. Je crois que tout de suite, quand la nouvelle équipe arrivera, moi je souhaite qu'elle fasse une grande consultation et qu'elle demande aux Marseillais comment ils imaginent tout ça, comment est-ce qu'on peut simplifier tout ça. Je ne sais pas s'il faudra faire une seule liste, c'est-à-dire en fait annuler les secteurs, s'il faudra faire comme Paris, comme Lyon, une mairie par arrondissement, mais encore une fois, je crois que ce ne peut pas être les partis qui règlent ça. Ce n'est pas une affaire qui concerne un camp contre un autre, c'est une affaire qui concerne l'ensemble des Marseillais. Donc cette simplification administrative, cette simplification institutionnelle va être extrêmement importante. Et puis ensuite, on parlera aussi par exemple des compétences. Il faut par exemple parler des compétences et de l'enchevêtrement des compétences entre la mairie et la métropole. Là encore une fois, moi je souhaite que les Marseillais, ça viendra donc après, fassent des propositions, prennent une décision sur cette question-là. Prenons un exemple simple, la question des poubelles et des déchets. Aujourd'hui, quand c'est sale, quand c'est mal ramassé, on s'adresse à qui? On s'adresse aux maires, on s'adresse aux élus alors qu'ils n'ont pas la compétence. Ça, c'est pas possible. Moi, je souhaite que par exemple, pour ces compétences-là, tout ça soit ramené, ces compétences qui aujourd'hui sont à la métropole, soient ramenées vers la mairie, parce qu'on a besoin de simplification, on va avoir besoin de simplifier tout ça. Et donc voilà, plutôt que de s'occuper des poubelles à mal mort, j'aimerais que la métropole s'occupe des grands équipements structurants, des grands équipements de notre vie quotidienne, de la manière dont on développe le territoire. Pour ce qui est des compétences municipales, de rapprocher le citoyen de la mairie, j'aimerais que la mairie récupère
des compétences, mais encore une fois, ça c'est mon choix, c'est ma vision, ça sera aux Marseillais de le trancher. Bon, voilà à peu près moi ce que je voulais vous dire en introduction, parce que je préfère maintenant vous laisser la parole, en tout cas vous laisser me poser des questions. On essaiera de, je vais essayer d'y répondre assez clairement, assez tranquillement. Si ça passe pas bien, je recommence. Salut Jean-Marc, Jean-Marc Coppola, salut. Coucou Michel, j'espère que ton genou ça va mieux. Dis-nous un petit peu si ça va bien. Je suis sûr que dans quelques jours tu seras d'attaque pour commencer cette campagne. Alors il y a Émile Simone qui me demande comment est élu le maire central. Au soir du 22 mars, il va y avoir des élus. On ne sait pas quelle sera la majorité, mais il va y avoir des élus qui seront élus au conseil municipal. Ceux-là vont entrer quelques jours plus tard dans l'hémicycle. Ils vont y siéger en fonction de leur appartenance politique, en fonction de la liste sur laquelle ils auront été. On parlera aussi de ça, c'est-à-dire comment est-ce qu'on peut être candidat. Ça me paraît aussi très important qu'on discute de qui peut être candidat et comment on peut être candidat. J'ai oublié de vous le dire tout à l'heure, mais j'y tiens. Ces élus, ils vont avoir l'obligation, la charge de choisir le maire. En fait, les Marseillais votent pour des conseillers municipaux. Ils savent qui sera celle ou celui qui deviendra maire parce qu'il est le candidat, mais légalement, ce sont les conseillers municipaux qui choisissent le maire, qui vont voter pour le maire tout de suite après, un peu moins d'une semaine après, quelques jours après le deuxième tour de l'élection municipale. Alors, je vais voir si j'ai d'autres questions. J'ai une question d'Azad, le rapport de la Cour des comptes caché par la mairie. On a vu encore une fois que cet épisode il est terrible. On voit bien que cette mairie elle a un problème avec la transparence. La Cour des comptes, la Chambre régionale des comptes, c'est pas la Cour des comptes, la Chambre régionale des comptes a émis un avis, elle a rédigé un rapport définitif. Il y a des artifices légaux qui permettent ou pas de le faire étudier par le conseil municipal. La mairie a tenté, ça n'a pas marché. La mairie a tenté de dire on ne va pas le montrer, c'est trop tard, on verra plus tard. A essayer en fait que le débat qu'on doit normalement avoir en conseil municipal ne vienne pas sur la table. Le maire s'est ravisé et finalement, le 25 novembre, on aura un conseil municipal où cette question va être débattue. Moi, au moment où je vous parle, je n'ai pas le rapport, les conseillers municipaux n'ont pas le rapport. On va le recevoir, on vous en parlera. Moi, je vous dirai ce qu'il y a dans le rapport de la Chambre régionale des comptes. Elle a fait des observations définitives, elle a fait des conclusions sur la manière dont fonctionne la mairie, sur la manière dont l'argent des Marseillais est utilisé, sur la manière dont travaillent les élus. C'est très important de regarder ce que nous ont dit finalement les juges financiers qui regardent, qui ont ce droit de regard d'un fonctionnement normal ou pas d'une mairie, mais je vous tiendrai informé de ce qu'il y a dans le rapport, qui sera publié d'ailleurs. Voilà. Ensuite, j'ai une question de Vanessa Gorlitz. Où peut-on lire le programme de notre rassemblement de gauche? On a décidé de ne pas écrire nous-mêmes le programme. Jusqu'à présent, les partis politiques de droite, de gauche, écrivaient un programme avec des experts, avec des élus, avec des personnes qui savent tout à fait de quoi elles parlent, qui ont de l'expérience, qui ont un retour et qui écrivent un programme pour dire voilà comment on voit la ville, voilà comment on l'imagine. Nous, cette fois-ci, on part d'un postulat complètement différent. On a envie de faire complètement différemment. Pas simplement de dire aux Marseillais donnez-nous notre avis, mais on a envie d'aller voir les Marseillais pour leur dire venez construire le programme avec nous. Ce projet, ça va être le vôtre. On veut que ce soit le vôtre. On veut que vous le portiez. On veut d'ailleurs que vous soyez candidat cette fois-ci, qu'aux côtés des femmes et des hommes qui font de la politique, qui sont élus ou pas, qui sont dans des partis politiques et des citoyens qui s'engagent, qui portent des causes, qui ont une vision parce qu'ils sont experts de leur vie, ces citoyens. Ces citoyens aujourd'hui, on ne leur demande pas, on ne veut pas simplement qu'ils donnent leur avis une fois tous les 6 ans, une fois par an, ce qui serait déjà bien, ce n'est pas le cas à Marseille, mais qu'ils viennent co-construire, qu'ils viennent fabriquer avec nous. Et donc, pendant les semaines qui arrivent, pendant les mois qui arrivent, et jusqu'à la Noël, on va aller à la rencontre des Marseillais, et on va leur dire, qu'est-ce que vous rêvez pour votre ville? Comment vous imaginez votre ville? Et on va collecter tout ça avec une plateforme numérique, par des assemblées citoyennes, par des chantiers marseillais. On va collationner tout ça, on va le condenser, on va le travailler. Et ce programme, ça sera le programme bien sûr de la gauche, bien sûr des progressistes, bien sûr de celles et de ceux qui veulent faire différemment, mais ce sera d'abord le programme des Marseillais parce qu'ils l'auront écrit. Et ça, pour nous, pour moi, c'est essentiel.
Ensuite, j'ai une question de Jean-Marc Bonafou. Ferez-vous appel à des citoyens de la société civile pour la constitution de votre liste? C'est exactement ce que je vous disais. C'est plus qu'appel, c'est dire à des citoyens, soyez vous-même candidat. Moi, je n'ai pas à choisir tel ou tel citoyen parce que, bien sûr, je peux avoir plus d'affinité, je peux avoir un avis, mais je veux d'abord que des femmes et des hommes qui sont marseillais, qui sont dans cette ville, qui y vivent, qui l'aiment, qui la critiquent, qui la comprennent, soient eux-mêmes candidats, décident de s'engager pour cette ville, portent une parole. Donc oui, c'est essentiel dans des proportions complètement différentes. Il y a toujours eu des gens qui venaient de la société civile, il y avait des personnalités qui étaient connues, il y avait de grands médecins, de grands avocats, de grands chefs d'entreprise, il y avait des artistes. Ben, là, il faut que n'importe quel citoyen qui se sent la force de mener ce combat, qui veut mener cette bataille et puis qui veut s'investir pour sa ville, parce que vous le savez, c'est beaucoup de travail, c'est aussi de l'abnégation, c'est aussi des choix, c'est un choix de vie, il n'est pas toujours simple, et on est toujours dans cette difficulté-là parce que c'est beaucoup de sacrifices, mais ça vaut le coup. Et ben, ceux qui veulent franchir le pas, ils sont non seulement les bienvenus, mais moi je leur dis qu'on a besoin d'eux. Ensuite, j'ai une question d'Alain, sur un commentaire sur le livre de Philippe Pujol qui va bientôt sortir. Alors, le livre de Philippe Pujol, il va sortir le 7 novembre, mais moi, je ne l'ai pas lu. J'ai lu un excellent article dans Slate qui est signé par Guillaume Origoni, qui fait un condensé, qui a eu la chance de lire le livre. Moi, je n'ai pas eu la chance de le lire. Ben, j'irai l'acheter le 7 novembre et je vous dirai le 7 novembre ce que j'en pense. S'il y a des gens qui l'ont lu, ben, dites-nous un peu si vous l'avez aimé. Ensuite, j'ai une question de Brice. Qui finance ces travaux de voirie qui envahissent toute la ville? Nos rues sont à l'abandon depuis 25 ans et soudain, la ville est un chantier. Alors, qui finance ces travaux-là? Une immense partie de ces travaux sont financés par la métropole. Il n'en demeure pas moins que le financement métropolitain, il est issu de l'impôt des Marseillais. Donc, en réalité, la métropole, c'est le donneur d'ordre. La métropole, c'est celle qui choisit de faire ou pas des travaux. Là, en l'occurrence, c'est elle qui choisit de faire des travaux. Et on a vu que le lance, j'avais fait une vidéo à quelques mois des élections, des travaux de partout dans la ville, imaginant que les Marseillais sont assez naïfs pour ne pas comprendre que tout ça, c'est parce qu'il y a des élections. Mais c'est quand même les Marseillais qui les paient à la fin. C'est les Marseillais qui paient des travaux qui quelquefois sont faits en dépit du bon sens. Moi, je vois qu'on refait par exemple des rues qui avaient été refaites. Il y a des rues qui ont besoin d'être refaites qui ne sont pas faites. Il y a des travaux d'embellissement qui servent absolument à rien. Prenons le cours Jean Ballard par exemple. Je suis allé faire une vidéo sur le cours Jean Ballard. Sur le cours Jean Ballard, ils ont mis des pavés, c'est plutôt beau, c'est plutôt bien fait. Puis ils se sont aperçus, une fois qu'ils avaient mis les pavés, on était en 2019 quand même, ils se sont aperçus, ils se sont dit mais mince, on n'a pas oublié un truc. Et ils se sont aperçus qu'ils avaient décidé de faire et de mettre des poubelles enterrées. Qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut donc arracher tous les pavés, faire un trou, remettre des poubelles enterrées et remettre des pavés. C'est juste incroyable, ça doit maintenant vraiment s'arrêter. Est-ce que j'ai d'autres questions? J'ai du mal à les voir. J'ai une question de Peggy. Penses-tu que nous sommes capables en tant que citoyens sans expérience de faire un programme réalisable et pas utopique? Ben, moi, j'ai pas envie qu'on dise, c'est une vraie question, j'ai pas envie qu'on dise que les citoyens sont irresponsables et qu'ils seraient incapables d'avoir des idées ou d'être responsables. Les citoyens, ils ont envie d'apprendre. Pour beaucoup d'entre eux, pour une immense majorité, ils sont parfaitement responsables. Il n'y a pas d'un côté, Peggy, les gens qui savent, et d'un autre côté, des gens qui ne savent pas. Bien sûr que quelquefois, j'ai pu entendre des choses qui, moi, me font plaisir parce qu'elles sont utopiques, mais qui n'existent pas financièrement ou qui ne sont pas réalisables. Mais pour autant, quand on donne les clés de compréhension à un citoyen, quand on l'éclaire, quand il va chercher une information, quand il nous pose une question et qu'on lui donne une information, les citoyens, ils sont tout à fait capables de comprendre ça, de revoir leur jugement, de le fabriquer. Ils sont surtout capables de nous donner des idées qu'on n'aurait pas forcément eues. Moi, j'ai plein de rencontres où je rencontre des citoyens qui ne font pas de politique habituellement, mais qui me donnent plein d'idées sur plein de choses. Et c'est surtout ça que j'ai envie de retenir. Et c'est surtout comme ça que j'ai envie de travailler. Je pense qu'il ne faut pas dire que d'un côté, il y aurait des élus responsables et des citoyens. Je sais que ce n'est pas ce que tu dis. Hein, et d'un autre côté, des citoyens qui ne le sont pas. Je trouve que c'est l'interaction des deux qui est très très forte. Je vais prendre ton exemple. Je m'excuse de te citer un exemple. Peut-être que tu n'auras pas envie, mais tu n'es pas élu. Et pour autant, tu habites dans un arrondissement. Moi, je te connais, je sais à quel point tu y tiens, cet arrondissement, et tu y vis, tu le comprends. Toi-même, tu te dis, je voudrais ça dans mon arrondissement, je voudrais que dans mon quartier, on fonctionne comme ça.
Mais on a besoin de gens comme toi aussi sur la liste, parce que tu es parfaitement capable d'être une élue et une grande élue. Donc moi, au contraire, j'ai pas de souci. Je pense qu'on a besoin de vraiment travailler là-dessus. Ensuite, j'ai une question d'Elisabeth Aboudou. La pluie d'hier a inondé la ville comme d'habitude. Que peut-on faire pour remédier à ça? Bon là, pour le coup, la pluie, c'est pas Jean-Claude Gaudin qui l'a fait tomber, donc lui, il y est pour rien. Par contre, son équipe et les gens qui se sont succédés à la mairie depuis des décennies sont responsables de l'état de la ville. Cette sururbanisation, ces permis de construire qui ont été donnés à tire-larigot, on a imperméabilisé les sols, on a bétonné les sols et en fait on a créé des surfaces complètement étanches. Les sols ne sont plus capables d'absorber l'eau, il n'y a plus d'endroit où la nature fait son retour. On voit bien, on regarde ce qui s'est passé à la plaine, plutôt que de faire un sol végétalisé, on l'a complètement imperméabilisé et on s'est retrouvé par exemple à Plombières, on s'est retrouvé autour du Vieux-Port ou dans beaucoup d'endroits dans Marseille avec des inondations. Ça, c'est une réflexion à long terme qu'on doit mener. Qu'est-ce qu'on fait pour pouvoir réfléchir à une ville qui puisse accepter ces dérèglements climatiques qui sont de plus en plus importants, qui puisse les anticiper, qui puisse les comprendre? C'est la même chose que les chaleurs caniculaires. On aura des épisodes de transformation, de changement climatique de plus en plus violents. On aura des canicules été après été. On aura des épisodes orageux, des épisodes cévenols de plus en plus fréquents. Et donc, la municipalité va devoir obligatoirement prendre ça en compte et va devoir justement, et là par exemple il y a plein de citoyens pour le coup qui m'ont donné plein d'idées, mais il y a aussi plein d'experts qui vont et qui doivent y travailler. On a besoin de faire un plan d'urgence, un plan à moyen terme et un plan à long terme autour de cette question, ça me paraît absolument essentiel. Est-ce que j'ai une autre question? Bonjour Patricia, bonjour Béatrice, bonsoir Mohamed, bonsoir Eric. Luce du 13. Vous sentez-vous responsable des arbres dans votre ville? Oui, je me sens responsable des arbres dans ma ville et à chaque fois qu'on coupe un arbre, je pense qu'on faillit à ce qu'on est. On est responsable de ce qui se passe, on est responsable du vivant, quelque part. Le vivant ne nous appartient pas, mais on en a la responsabilité. À chaque fois qu'on a coupé un arbre à la plaine, un arbre qui n'était pas malade, un arbre qui devait vivre, on a commis un écocide, on a surtout fabriqué de la désespérance, on a fait un recul par rapport à l'idée moi que je me fais de la ville. Je vois que par exemple autour de la Corderie, c'est David Coquille qui est journaliste à la Marseillaise qui a révélé ça il y a quelques jours. À la Corderie, on va couper des arbres qui sont en bonne santé. Bon, on nous dit qu'ils menacent un immeuble. Moi je demande à voir, mais je crois que on doit préserver, non seulement on doit préserver les arbres, non seulement on doit préserver la nature, mais moi je milite pour le retour le plus fort qui puisse exister de la nature dans la ville. Parce que le retour de la nature dans la ville, c'est aussi fabriquer une autre ville. Toutes les grandes métropoles, toutes les métropoles qui se tournent vers l'avenir font du retour de la nature en ville un point essentiel. C'est pas une lubie, c'est pas une lubie d'amoureux des pâquerettes ou des arbres. Ça devient une nécessité. C'est un enjeu de civilisation. C'est une réalité culturelle, sociale, économique, c'est une nécessité. On ne pourra plus fabriquer la ville comme on le fait. On devra la fabriquer en la projetant en 2020, en 2030, en 2040. Ce sera absolument nécessaire. Je vais voir si je vois d'autres questions. Je vois rien du tout. Merci pour votre réponse. Vous aurez mon vote, c'est gentil. Jean-Marc, merci de votre réponse. Je complète ma question. Quelles compétences sont recherchés pour arriver à gagner? Qu'est-ce que je, au sens de nous, peut apporter à cette liste? Les compétences, c'est aussi l'envie. Mais les Marseillais sont pleins de compétences. C'est pas parce qu'on n'est pas un urbaniste, un architecte, un avocat, un médecin, c'est pas parce qu'on n'est pas un spécialiste de la santé publique qu'on n'est pas un spécialiste de sa propre ville. Un élu, ça n'est pas qu'un expert, c'est quelqu'un qui vit sa ville, c'est quelqu'un qui s'indigne, c'est quelqu'un qui propose, c'est quelqu'un qui réfléchit. Et donc un citoyen, en ce sens-là, il a les compétences, il a l'expertise, parce que c'est quelqu'un qui vit sa vie, c'est quelqu'un qui vit sa ville. Et c'est ça qu'on a besoin de faire et de rechercher. Ça ne veut pas dire qu'il n'y aura pas de gens issus des partis. Moi, je ne suis pas du tout dans ce que certains prônent ou considèrent en disant il ne faut plus qu'il y ait d'élus politiques. Ça,
C'est un populisme qui n'a pas lieu d'être, ça n'a aucun sens d'ailleurs. Et ça ne fait que rejoindre des propos qui finalement abaissent le débat politique. Par contre, je crois qu'on ne pourra plus fabriquer une ville, qui se remet à l'endroit sans des citoyens qui se sont engagés pour elle. Donc on ne recherche pas de compétences particulières, on recherche de l'envie, du courage, de l'abnégation, un peu de folie, une intelligence collective, mais tout ça, ça se travaille, ça se crée. Mais c'est ensemble qu'on va fabriquer tout ça. Enfin, moi, j'en suis persuadé. Hein. Alors ensuite, est-ce que j'ai d'autres questions? J'ai une question de Yannick. Mon fils, 8 ans, à mes côtés, me demande si c'est possible autre chose que la Sodexo à la cantine scolaire. Ça, c'est une question compliquée. C'est pas le seul, et je le comprends parce que quand on sait ce que mangent les petits à la cantine, quand on sait ce qui est fourni par la Sodexo, on a de quoi s'inquiéter. Ce que fournit la Sodexo, c'est ce que lui demande la mairie. Hein. La Sodexo, elle n'a pas envie de faire quelque chose de mauvais. La Sodexo, elle fait quelque chose de mauvais parce que la mairie paie pour un service qui est mauvais. Je crois qu'il faut mettre fin au marché de la Sodexo et que il ne faut pas tergiverser. On n'a pas le choix. On va passer par étapes, on va le faire par étapes, mais il faut y mettre fin. Et je suis pour un retour en régie. Je suis pour que cette question-là, qui est centrale, c'est-à-dire faire à manger à nos enfants, nourrir nos enfants, on sait que c'est essentiel. On sait que le goût, le plaisir de manger, c'est quelque chose qui émancipe, c'est quelque chose qui grandit, c'est quelque chose qui permet un développement harmonieux. C'est à l'école qu'on apprend à devenir citoyen. C'est à l'école qu'on devient une femme, un homme, qu'on se grandit, qu'on s'augmente. Et la question de ce qu'on mange, le plaisir qu'on y prend, la qualité des produits qu'on y mange sont essentiels. Pour autant, il faut maintenant que les politiques se saisissent de cette question et ne fassent pas semblant soit de l'évacuer, soit de croire ou de penser qu'on a une baguette magique. Donc on doit commencer par le commencement. Moi je crois qu'on doit d'abord faire quelque chose pour préserver nos terres agricoles. On doit sanctuariser nos terres agricoles. Ça passe par arrêter de délivrer des permis de construire là où on a des terres agricoles. On les préserve, on les préempte. La mairie les achète. La mairie les met à disposition d'agriculteurs. On fait le grand retour de l'agriculture urbaine, ce qui nous permet d'avoir déjà du foncier pour pouvoir cultiver des produits de qualité, des produits de saison, des produits qui ont une empreinte carbone limitée. On doit donc commencer par le commencement. Il ne suffit pas de dire on va arrêter la Sodexo. Vous savez que la Sodexo, vous savez ce qu'elle fait. Elle achète des tonnes de courgettes sur des marchés mondiaux, elle achète des courgettes au Maroc, elle achète des pommes de terre en Bulgarie, elle les paie à la tonne. On sait que tout ça mûrit dans des frigos. Enfin, on sait que tout ça, c'est insupportable parce que c'est pas bon. En tout cas, ça peut pas être. Tout ça, c'est du passé. Tout ça, il faut arrêter. Donc, qu'est-ce qu'on fait? On sanctuarise tout ça. Et ensuite, on va aller chercher, arrondissement par arrondissement. Vous savez qu'il y a une seule. Alors, aujourd'hui, il y a une seule cuisine centrale donc, qui fabrique et qui fournit les dizaines de milliers de repas tous les jours. Ça, c'est plus possible aussi. Il va falloir faire des cuisines au plus près des écoles. Il va donc falloir acheter du foncier, faire une cuisine par arrondissement. Donc, l'équipe, quand elle va arriver, qu'est-ce qu'elle fait? Elle bloque le foncier, elle le sanctuarise. On fabrique et on propulse le retour des agriculteurs en ville. On crée des emplois d'ailleurs pour ça. On va vite bloquer du foncier pour faire des cuisines. On fabrique des cuisines. Et au fur et à mesure, arrondissement par arrondissement, on provoque, on prépare le retour d'une cuisine de qualité, d'une cuisine où on a des produits bio, où on a des produits de saison, où on a des produits en circuit court, où on a des produits qui ont été fabriqués sur le territoire marseillais, sur le territoire de son agglomération, dans le département, au mieux dans la région. Et là, ce sera du gagnant-gagnant. On va aller chercher de bons coûts de production et on ne lésinera pas sur la qualité. Si ça coûte un peu plus cher, la mairie devra faire l'effort. Ce sera pas, et ça ne doit pas être aux parents qui pour beaucoup n'ont pas les moyens de supporter cet effort supplémentaire. C'est une question qu'on mettra en débat, à mon avis, pendant l'élection municipale, mais c'est une question presque de civilisation. Qu'est-ce qu'on veut pour nos enfants à Marseille? J'ai une question de Florence. Quel gâchis cette roue qui migre à nouveau sur le vieux port, c'est incompréhensible. Bon. D'abord, il faut savoir que, je ne sais pas si vous vous rappelez, au départ, on nous avait dit que cette roue, elle serait là quelques semaines pendant les fêtes, un peu à Noël, et puis un jour, elle s'est installée à la neige. On ne sait pas ce qui s'est passé, la roue est restée là,
On l'a vu du 1er janvier au 31 décembre. Bon, là, on s'est battu, on a interpellé la mairie en disant mais on a refait le vieux port, on a fait un geste architectural, ça plaît pas, mais c'est un geste architectural, ça a coûté aux Marseillais des dizaines de millions d'euros et on met une espèce de fête foraine géante, pourquoi pas, pour les fêtes, mais pas de manière continue. Donc je pense qu'on a gagné sur cette question, la mairie a reculé, d'abord parce que l'architecte des bâtiments de France, l'architecte et les Marseillais commençaient à dire mais attendez, on refait le vieux port, il y a l'ombrière et vous venez mettre le Luna Park au milieu du vieux port. Tout ça n'a pas de sens. On peut la mettre ailleurs dans l'année. Moi, je veux pas qu'on empêche la roue d'être là, mais on peut la faire bouger. On la met un coup vers les stacks, vers le Mucem, puis on peut la mettre à l'Escale Borelli. Bon, enfin voilà. On ne pouvait pas la laisser à demeure sur le vieux port. En tout cas, moi, c'est ma position. Qu'on la mette pendant les fêtes de Noël sur le vieux port. Pourquoi pas? Moi, je trouve qu'elle arrive. Là, on a vu, je regardais ce matin, ils sont en train de la remonter. Je trouve que c'est un peu tôt. Moi, j'aimerais qu'on la mette que quelques semaines. Voilà, du début décembre à mi-janvier et basta. Voilà. Est-ce qu'on a autre chose? Je vois rien d'autre. Je pense que... Est-ce que vous avez d'autres questions? Est-ce que Romain me demande, avez-vous un projet pour faire de Marseille une ville propre? Oula, mais moi, alors Romain, sur cette question-là, si vous êtes d'accord, oui, mais encore une fois, moi je vous ai dit tout à l'heure qu'on voulait fabriquer un projet avec les Marseillais. Et là, pour le coup, j'ai rencontré plein de Marseillais dans plein de quartiers qui sont sur la question du cantonnement. Que fait le cantonnier? Quel est son travail? Comment est-ce qu'il doit travailler? Là, on a encore besoin d'approfondir, d'affiner et d'aller voir les Marseillais. Ce que je sais, c'est qu'on ne pourra pas rester longtemps avec cette espèce de ping-pong qui existe entre la métropole d'un côté et la mairie. Quand on va voir les élus, quand on va voir le maire, quand on va voir les maires d'arrondissement, les maires de secteur ou les conseillers municipaux, on est incapable de dire ben oui, je m'en occupe parce que c'est la métropole qui a la compétence. Ça, je ne veux plus de ça. On ne peut pas avoir des élus systématiquement irresponsables. On ne peut pas avoir systématiquement des élus qui disent c'est pas moi. Donc, je vous disais qu'on va consulter les Marseillais pour demander qu'il y ait une clarification des compétences. Moi, je souhaite que la compétence de la propreté, elle revienne au maire. Et le maire, on ne pourra pas dire, nous, si on a gagné, c'est pas nous, c'est la métropole, c'est pas nous, c'est pas notre compétence. Je pense qu'il faut être clair, ou on réussit ou on échoue. Et donc, il faut prendre la compétence pour remettre de l'ordre dans tout ça, pour remettre tout ça à l'endroit, pour essayer de challenger les équipes, pour essayer de les faire travailler différemment, pour essayer de les former différemment, pour essayer de voir comment, avec le privé et le public, on peut mixer des compétences, pour regarder ce qui se passe ailleurs. On n'a pas le gène de la saleté à Marseille. Il y a des villes en France, il y a des villes dans d'autres pays où c'était pourri et qui ont réussi à mettre de l'ordre dans tout ça et qui ont réussi à avoir des villes propres. Moi, je suis persuadé qu'on va y arriver. Il faut simplement ouvrir les yeux. On n'est pas des génies, on n'a pas la science pure, ça se serait remarqué, en tout cas pour l'équipe précédente, pour l'équipe actuelle en tout cas. Donc on regarde ce qui se passe ailleurs, on apprend et on envoie nos équipes, on envoie nos élus, on se forme et puis on se donne, on se challenge. C'est quoi les résultats qu'on attend la première année, la deuxième année, la troisième année? Qu'est-ce qu'on attend en fin de mandat? Mais ça, c'est mon avis à moi. Moi, j'ai encore besoin de l'éprouver, j'ai besoin de le travailler avec vous. Voilà. J'ai une question de Christophe Gouin. Pour impliquer les générations futures, pourrions-nous envisager de créer un conseil municipal d'enfants? Il y a plein de mairies qui font ça. Vous savez qu'il y a le conseil régional des jeunes, ça existe au conseil départemental. Ça n'existe pas ici. Oui, on peut envisager ça. Non seulement on peut l'envisager, mais je trouve que ça a un intérêt et un effet extrêmement intéressant. Surtout à Marseille où on a des mairies de secteur, des mairies d'arrondissement et où on peut faire ça de manière décentralisée et aussi une mairie centrale. C'est aussi un apprentissage de la démocratie, c'est un apprentissage du consensus, c'est un apprentissage du commun, c'est faire comprendre ce que c'est qu'être citoyen très jeune. C'est donner des responsabilités aussi. Ça peut pas être qu'un jeu, ça peut être ludique, mais ça peut pas être qu'un jeu. Ça peut être aussi, et ça doit être aussi quelque chose qui les implique avec la fabrication de réalisations. C'est-à-dire, si on va chercher des petits, des minots qui sont en primaire, il faut leur donner la possibilité
d'inventer des politiques publiques, parce qu'ils en sont tout à fait capables. Je ne vais pas me rappeler de ce que je pouvais penser moi quand j'étais, c'était il n'y a pas très longtemps, au primaire, mais je pouvais avoir des idées sur l'école, je pouvais avoir des idées sur quelle ville je veux, qu'est-ce que j'aimerais dans ma ville, qu'est-ce que c'est une ville qui est faite, qu'est-ce que c'est une ville faite pour l'enfant par exemple. Ils sont quand même bien placés pour en parler. Je trouve même que c'est les mieux placés pour en parler. Et donc, je crois qu'on peut leur donner les moyens d'y réfléchir, on peut leur donner les moyens de fabriquer des réalisations. Et je trouve que ce serait tout à fait pertinent que de consacrer une part aussi du budget à un conseil municipal des jeunes, des minots, je ne sais pas comment on l'appellerait, ils trouveront le nom, hein, on leur fera choisir le nom, ils choisiront le nom qu'ils veulent. Et je trouve que ça a du sens, parce qu'évidemment on les accompagne, mais enfin, en tout cas pour moi ça a du sens. Et je trouve qu'à Marseille, je ne sais pas pourquoi, mais je trouve qu'il marcherait bien, j'en suis sûr. J'ai plus de questions. Oui, j'ai un problème de connexion, moi je ne sais pas si vous m'entendez. Au sujet de la bétonisation à outrance, serait-il judicieux de travailler plus largement avec les écologistes? Oui, Eric, je pense que les écologistes ont une vision de ces questions, ont une vision de cette question qui me paraît tout à fait pertinente. C'est une bataille culturelle qui a été menée, qu'ils ont gagnée. L'écologie, c'est quelque chose de central. L'écologie, c'est pas un gadget, c'est pas à mettre dans une case, c'est pas simplement un adjoint qui va s'occuper de l'écologie. L'écologie, elle est transversale. Et donc, les écologistes ont toute leur part, comme des citoyens aujourd'hui, qui prennent conscience. Il y a toute une génération qui aujourd'hui ne se résout pas aux catastrophes climatiques, aux écocides, qui ne se résout pas à vivre dans un monde, dans un système qui détruit sa propre planète, qui ne se résout pas à cette espèce de surconsommation à outrance. Et donc, oui, dans la ville la plus polluée du pays, vous savez, à Marseille, il y a 2500 personnes qui meurent chaque année prématurément à cause, de manière directe d'ailleurs, à cause de la pollution, à cause d'atteintes graves à leur santé dues à la pollution. Ça veut dire que 9 personnes, 9 Marseillais, 9 d'entre nous meurent tous les jours des conséquences de la pollution. Donc c'est une affaire très sérieuse. C'est pas à prendre à la légère. C'est un enjeu de société. C'est pas simplement un point dans un programme. C'est de savoir quelle ville on veut, comment est-ce qu'on veut vivre ensemble, comment est-ce qu'on veut bien vivre, où est-ce qu'on veut aller. Donc oui, les écologistes, mais tous les progressistes, toutes celles et tous ceux qui veulent une rupture avec ce système, qui porte une ville avec crédibilité d'ailleurs, veulent tous qu'on change de monde dans cette ville. Moi, je ne peux pas accepter qu'on vive, que les plus fragiles, les plus humbles, les plus vieux, les plus jeunes vivent dans une ville qui est dangereuse pour leur santé. C'est vrai pour l'environnement, c'est vrai pour le logement, c'est vrai pour beaucoup de questions. On ne va pas tout aborder ce soir, je ne sais même pas je lis pas bien, je suis toujours surpris par la gestion des espaces verts qui gère. Ça, c'est Pierre-Luc qui me pose la question. Et ensuite, Florence me demande qui sera à la tête de liste du rassemblement. C'est sans transition. Hein. Qui gère les espaces verts? C'est la mairie, Pierre-Luc, qui gère les espaces verts. C'est un service qui a les moyens qui sont les siens. Moi, je connais plein de gens aux espaces verts qui veulent bien travailler. Des gens qui aiment leur métier, des gens qui sont attachés à la nature en ville, mais des gens qui voient leur budget d'année en année couper, leurs effectifs d'année en année rabotés. Quand tu avais, il y a 10 ans, 400 collaborateurs, 400 personnes, 400 agents municipaux qui travaillaient aux espaces verts et que tu te retrouves aujourd'hui avec 250 agents municipaux. Qu'est-ce qui se passe? Le travail, il y a plus de pression, le travail est moins bien fait, le travail est bâclé, le travail n'est pas motivant. Et donc, c'est toujours pareil, c'est toujours une question de moyens, c'est une question de choix. Quand on décide de brûler de l'argent, et c'est ce que décide la mairie, de brûler de l'argent dans des projets pharaoniques ou qui ne servent à rien, quand on fait des PPP, des partenariats publics-privés à plusieurs centaines de millions d'euros, 1 milliard d'euros pour les écoles, on a perdu des centaines de millions d'euros dans des montages financiers, mais abracadabrantesques sur la question du stade Vélodrome. Quand on décide de faire une patinoire olympique, évidemment, la municipalité, elle a fait des choix. Elle a fait le choix de faire une patinoire olympique. C'est bien connu, on est tous de très grands patineurs. Elle a fait le choix de gérer n'importe comment l'argent sur la question du stade Vélodrome. Pareil sur le PPP. En attendant, quand on fait ces choix-là, on sacrifie d'autres secteurs. On sacrifie le logement, on sacrifie l'éducation, on sacrifie le retour de la nature en ville. Voilà.
Florence, qui sera la tête de liste du rassemblement. On a essayé, jusqu'à présent, dans cette ville, moi je me suis toujours plaint du fonctionnement politique de cette ville. Les gens sont candidats pour être candidats. Ils sont candidats en disant je suis le plus beau, je suis la plus intelligente, je suis la meilleure, je suis le meilleur. Et ce qui compte, c'est ma tête sur l'affiche. Ce qui compte, c'est ma candidature. Pas le projet, pas l'équipe, pas la méthode, pas le fonctionnement. Et ça, c'est catastrophique. On doit rompre avec ça. Bien sûr que ce temps y viendra, on ne va pas se raconter d'histoire. Bien sûr qu'on aura besoin d'une incarnation, qu'on choisira, et je l'espère avec les Marseillaises et les Marseillais, celle ou celui qui portera ça, qui aura la tâche d'avoir et d'animer une équipe, qui aura la tâche de porter un projet, et puis qui devra mettre toute sa conviction, toute sa force pour porter tout ça. Parce que celui-là deviendra peut-être, sans doute, maire de Marseille. Donc il devra incarner. Donc cette question, elle va arriver. Mais moi, je n'ai pas envie de me mettre dans le temps des politiques ou dans le temps médiatique. Moi, ce qui m'intéresse, c'est le temps des Marseillais. Aujourd'hui, ils ne sont pas là-dessus, les Marseillais. Les Marseillais, ils veulent qu'on les écoute. Les Marseillais, ils veulent nous donner leur avis. Ils veulent participer. Et je crois qu'on est dans ce temps-là. Celui du choix, il viendra. Parce que c'est l'ordre des choses. Mais moi, je veux qu'on fasse les choses en ordre. Pour conclure, bon, je crois qu'il est à peu près l'heure. J'ai encore beaucoup de questions sur les écoles, j'ai des questions sur le stationnement anarchique, j'ai des questions sur le commerce, sur le centre-ville, sur le logement, sur la sécurité, sur la culture, sur les transports. Ce que je vous propose, si vous en êtes d'accord, je voudrais remercier tous les Marseillais qui sont venus parler, qui sont venus participer. Je regarde, j'essaie de compter, je crois qu'il y a plus de 100 Marseillais, 120 Marseillais qui sont venus poser des questions. Ce que je vous propose, c'est qu'on continue tout ça. C'est que la semaine prochaine, on continue le live, que vous me posiez des questions, ou alors que vous choisissiez le thème, que vous m'indiquiez le thème que vous aimeriez voir abordé. C'est-à-dire, ça peut être les écoles, ça peut être le logement, ça peut encore être les élections, ça peut être le stationnement, ça peut être l'environnement. Et on verra en fonction des choix que vous faites, des likes, de ce que vous voulez faire. On peut continuer, vous pouvez de toute façon continuer à me poser des questions. Je vois que Peggy me dit qu'est-ce que tu penses des eurodateurs dans les quartiers. Bon, donc on peut continuer à se poser des questions. Vous pouvez me poser des questions, j'y répondrai. Mais si vous le voulez bien, la semaine prochaine, on va essayer de choisir le jour et l'heure. Ça me paraît bien de le faire entre 18 et 19 heures. On verra quel jour la semaine prochaine. Mais voilà, fabriquons ensemble, si vous êtes d'accord, le prochain thème du live, ou les questions que vous avez envie de voir et auxquelles on peut répondre. Voilà, je voudrais vraiment vous remercier, c'est une première. C'est pas simple, c'est pas facile parce que vous me posez plein de questions. Il y a des questions que je vois pas parce qu'elles montent, parce que je ne maîtrise pas encore complètement la technique. Je vais essayer Salut Foudil, bonjour Sébastien. Voilà, je vais essayer de ne pas me déconcentrer. Je vais essayer de le faire de manière un peu plus, pas pro, mais un peu plus peut-être coulante la prochaine fois. Peut-être qu'on prendra plus de temps, moins de temps. Vous me dites. Moi, je suis à votre disposition. J'aime bien ce format parce que plein de gens me parlent sur Messenger, il y a plein de gens que je vois dans la rue, il y a plein de gens que je vois en réunion publique. Je trouve que c'est aussi un moment assez... moi, c'est un moment que j'aime bien. Puis si vous aimez, on va continuer. Et je vous dis donc à la semaine prochaine. Merci beaucoup.